Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 56 d'Akiba Plat Podcast. Il y a quelques semaines, je suis partie dans l'Ariège à la rencontre d'une femme passionnée et engagée qui a fait de sa ferme un véritable écosystème durable. Kyria et son mari Manu sont agriculteurs, éleveurs et restaurateurs. Un parcours hors du commun, jalonné de défis, de choix audacieux et d'une volonté farouche de proposer une alimentation respectueuse de la terre et du vivant. Dans cet épisode, Kyria nous raconte en toute transparence et authenticité son quotidien à la ferme et au restaurant, ses challenges et ses réussites. Nous parlerons alimentation durable, santé et impact de nos choix de consommation sur notre bien-être et notre environnement. Préparez-vous à un échange inspirant et laissez-vous embarquer dans cette immersion au cœur d'une ferme qui nourrit autant le corps que l'âme. Bonjour Kyria! Je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui à la ferme, dans ta ferme, qui se situe en Ariège, à côté de Saint-Giron et qui porte le joli nom des Champs de Gaïa. Alors aujourd'hui, on va parler agriculture, on va parler alimentation durable et élevage, puisque toi et ton mari, vous êtes agriculteurs, éleveurs et restaurateurs. Tout est certifié en agriculture biologique. Vous transformez dans votre restaurant les produits que vous cultivez. Et j'aimerais commencer par cette première question. D'où vous est venue cette envie de créer un modèle de ferme à l'ancienne? Bonjour Audrey. Alors exactement, tu as raison. Donc nous, on est agriculteurs. On produit nos fruits, nos légumes, notre viande, où on a 5 élevages différents. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que financièrement, on ne tiendrait pas avec l'agriculture parce qu'on n'est pas issu déjà d'une famille agricole et ni d'une famille riche. Donc très rapidement, 2 ans après, en fait, on s'est dit, là, on va vraiment au casse-pipe. Mais on voulait garder ce modèle-là de petite production. On ne voulait pas tomber dans le schéma de l'agriculture conventionnelle où on fait qu'une seule grosse production. Du coup, on a décidé de valoriser jusqu'au bout et d'aller au bout de la chaîne et donc de faire un restaurant fermier. C'était vraiment un pari fou parce que c'était un gros coup de poker. Mais on est toujours là, donc c'est plutôt positif, ça marche bien et on est content parce qu'on peut faire découvrir chacune de nos ingrédients dans notre restaurant. Ça fait 8 ans qu'on est sur la ferme et 6 ans qu'on a le restaurant. Donc 2 ans après, on a monté le restaurant. Quels défis vous avez traversés pour démarrer ce projet, que ce soit le maraîchage, l'agriculture ou même après le restaurant? Parce que j'imagine qu'il va quand même y avoir des défis, des étapes à traverser pour créer tout ça. Alors j'aurais presque envie de dire quels défis nous n'avons pas traversés parce qu'on en a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Vraiment tout. Je pense qu'on est descendu, on a été au bas de l'échelle et on a monté chaque marche de cette échelle petit à petit, où des fois on retombait et on remontait. Comme tu disais, au maraîchage, on était novices. On a été novices vraiment sur tout. Donc on a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs. On a commencé en fait au départ avec le maraîchage et les brebis. Sur le maraîchage, on a dû apprendre notre terroir qui était différent de ce qu'on apprenait dans les livres, notamment avec une terre qui était très argileuse ou beaucoup d'humidité. Voilà, donc maintenant on arrive à travailler avec et à produire des super légumes avec ça. Au niveau de l'élevage, c'est pareil, on était complètement novices, donc y a des choses où des fois on s'est trompé, des races qu'on a pris alors qu'il valait mieux d'autres races. Voilà, on
on a vraiment tâtonné jusqu'à maintenant arriver à peu près à un équilibre. Et quand on a fait le restaurant, c'est pareil. On n'était ni lui ni moi de la restauration. Donc pour vous raconter un petit peu l'anecdote, la première fois qu'on a ouvert le restaurant, c'était chaotique complètement. Alors heureusement, j'avais passé un petit CAP cuisine avant pour déjà voir moi en cuisine comment ça se passait. Mais Manu, lui, c'était la première fois qu'il était en service. Alors c'était avec le recul, c'était très drôle, notamment. Tu vois, il y avait les gens qui arrivaient et Manu qui était tout souriant et qui arrivait, qui disait bonjour messieurs, dames, comment allez-vous, bienvenue. Et puis dès qu'il rentrait dans la cuisine, il disait mais j'y arriverai jamais. Et après qu'il repartait en salle comme si de rien n'était. Voilà, je pense qu'on a tout traversé. Et puis même au niveau du resto, si vraiment tu veux des anecdotes, on a déjà eu des coupures d'électricité, des coupures d'eau. Je crois que vraiment on a tout fait. Maintenant, je pense qu'on est paré pour toute éventualité. Même le Covid, on a survécu aussi au Covid, qui a été quand même très difficile. Pareil, ça faisait 1 an qu'on avait ouvert le restaurant, même pas. Donc, quand il y a eu la fermeture des restaurants, on n'a pas eu de prime. Donc, on a dû, pareil, trouver des solutions. On a vendu des pizzas, toujours pour valoriser nos produits. En livraison, on a livré des pizzas. Et maintenant, je pense que, voilà, on arrive maintenant, après 6 ans, 8 ans si on compte la ferme, on arrive maintenant à un équilibre à peu près bien entre le restaurant, la ferme, la promotion aussi de notre lieu, la communication, voilà. Il faut quand même une sacrée énergie, un sacré mental pour mener à bien ce projet, développer tout ça. Et qu'est-ce qui vous anime au quotidien en fait, de vouloir vraiment transformer, de cultiver et après transformer les produits que vous cultivez? Alors nous, vraiment à la base, quand on s'est rencontrés avec Manu, je me souviens clairement de cette conversation qu'on a eue. Nous, notre but, c'était de changer le monde. Vraiment de dire que c'est possible, quoi. De dire que là, ce monde, on est tous d'accord pour dire qu'il y a plein de choses à changer. Et on discutait et moi, j'étais pleine de volonté. Lui aussi, on était beaucoup plus jeunes, forcément. Et j'avais vraiment cette envie-là. Moi, j'avais 2 petits garçons. Je me posais beaucoup la question de qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, pour changer ce monde-là et montrer que c'est possible de vivre en harmonie avec la nature, de montrer que c'est possible, qu'on peut respecter l'être humain, pas toujours gagner le profit et avoir cet état d'esprit-là. Et donc, naturellement, on s'est dit, qu'est-ce que c'est le premier maillon, finalement, de l'être humain, quoi. Et on s'est dit que c'était la nourriture. Au tout début de n'importe quel être humain, il y a vraiment la nourriture, en fait. Sans ça, il n'y a rien d'autre. Donc, on a voulu s'installer en agricole. Et même au-delà de cette nourriture, au tout début, le premier maillon, c'était les semences. C'est pour ça qu'au tout début, on s'est installé en tant que semencier. Et du coup, quand on s'est installé en tant que semencier, on s'est vite rendu compte que quand on récupère la semence, toute la chair est jetée. Du coup, ça s'est fait vraiment par étapes. Moi, c'était hors de question de jeter tout ça, surtout que j'ai vécu la faim, clairement, quand j'étais jeune. Je suis issue d'une famille qui a été très pauvre et je savais ce que c'était la faim, quoi, et c'était hors de question de jeter tout ça. Du coup, j'ai commencé par, au début, faire des boîtes de conserve. Ensuite, on a fait une petite caravane dans notre champ où en fait on cuisinait les restes, j'ai envie de dire, même si c'était pas des restes. Et en fait, quand il nous est arrivé une tragédie, c'est que les vaches du voisin sont venues en 3e année d'exploitation et ont absolument détruit toutes nos récoltes. Donc en fait, on n'avait absolument plus rien. Et c'est là où, de cette tragédie, on en a fait une force et on s'est dit, allez, on fait un restaurant fermier pour aller vraiment jusqu'au bout de toute la chaîne, quoi. Donc notre motivation tous les matins, c'est ça, c'est de montrer que c'est possible, qu'une gastronomie de demain ne sera pas possible sans l'agriculture, sans le paysan, sans le producteur, que la nourriture c'est la base de notre alimentation et qu'il faut vraiment changer nos habitudes alimentaires en pensant en fait, en ayant conscience que notre seule arme, en fait, actuellement, c'est notre portefeuille, mine de rien. Notre seul acte de résistance, c'est notre portefeuille et que c'est vraiment aux paysans qu'il faut donner de quoi vivre, quoi, plutôt que les grandes enseignes, les grandes entreprises, les gros paysans, enfin, non, même pas des gros paysans, des gros agro-industriels qui sont vraiment pas là pour nous, mais qui sont plutôt là pour nous détruire, quoi, tout en se faisant du profit. Donc avant qu'on reparle de l'alimentation et du restaurant, est-ce que tu peux nous dire ce que vous cultivez sur vos terres et les animaux que vous élevez? Parce que tu disais qu'il y avait différents types d'élevage sur la ferme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Alors du coup, nous on fait tout ce qui est légumes diversifiés.
J'ai une passion pour les plantes en général, donc du coup on va retrouver aussi plein de légumes qui sont plus ou moins connus, comme par exemple les crônes du Japon, les topinambours que j'aime beaucoup cuisiner, les fleurs comestibles, plein de plantes aromatiques aussi qu'on ne connaît pas forcément, plein de fleurs comestibles et même aussi des récoltes sauvages quand c'est la saison. Voilà. Et après, tous les légumes diversifiés qu'on connaît tous. Donc sur ça, on a 1 hectare de maraîchage par rapport à ça avec 3 serres. Ensuite, on a tout ce qui est fruits également. On a des petits fruits, on a des arbres plantés. On a aussi du coup tout ce qui est fruits. Donc ça va être des arbres fruitiers qu'on a plantés quand on est arrivé et quelques vergers qu'il y avait aussi sur la ferme au départ. Et ensuite, en termes d'élevage, on va avoir tout ce qui est poules avec les œufs et volailles en général. On a des oies fermières également. On fait du bœuf Galloway et du porc noir gascon. Et des lapins et des cailles aussi en saison. Donc ça fait du monde sur la propriété. Et justement, donc vous êtes aussi restaurateur parce qu'il y a à la fois le travail à la ferme qui est déjà assez conséquent et qui pourrait prendre une journée entière, voilà, vraiment à faire que ça. Et il y a aussi le travail au restaurant. Donc comment vous faites pour concilier ces 2 métiers qui sont en fait tous les 2 très prenants ? Oui, c'est ça, comme tu dis, en fait, on a 2 boulots, c'est ça. C'est comme si on avait 2 temps pleins, voire même plus que 2 temps pleins, parce que autant l'agricole, c'est pas juste un temps plein, et autant la restauration, c'est pas juste un temps plein non plus. Donc, au début, avec Manu, on a commencé à se répartir les tâches comme suit. Moi, je m'occupe de la partie maraîchage et tout ce qui est administratif. Et ensuite, au restaurant, je suis en cuisine. Manu, lui, il va s'occuper plus de tout ce qui est travaux sur la ferme, la partie élevage également, et lui, c'est lui qui est en salle. Et depuis l'année dernière, depuis février de l'année dernière, parce qu'effectivement, c'était beaucoup de boulot et que là, moi, je commençais à aller vraiment au-delà de mes limites, on a décidé d'engager du monde. Donc maintenant, on a du monde qui nous aide sur la partie restauration, également aussi sur la partie maraîchage. Donc du coup, maintenant, on arrive un peu mieux à cumuler les deux, parce qu'avant, c'est vrai qu'on a fait 7 ans. 7 ans où on ne s'est pas du tout arrêté et où effectivement c'était très 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 intense. Donc là, ça fait déjà 8 ans, on commence pas à vieillir, mais à sentir qu'il faut à un moment donné qu'on se repose, quoi. Donc là, c'est notre partie là. Donc financièrement, il faut quand même sortir des salaires, donc c'est pas forcément toujours évident. Mais en tout cas, ça nous permet de relâcher un peu la pression, de pouvoir voir aussi... tu vois, avec un peu de recul, tout ce qu'on a fait et pouvoir un peu plus se poser pour, au lieu d'avoir tout le temps la tête dans le guidon, de savoir un peu vers où on va et d'y aller un peu plus sereinement. Et au niveau des menus, j'imagine que, évidemment, vous utilisez en cuisine des produits de saison, vu que tout est produit sur la ferme. Comment tu as les idées, en fait, des menus que tu fais? Comment tu fais pour les créer? Est-ce que ça te vient spontanément, que tu as l'inspiration? Ça, c'est mon talent, on va dire en toute humilité. Non, en fait, c'est toujours pareil. Comme j'ai vécu avec une famille qui était plutôt pauvre, en fait, on devait toujours faire et concilier avec ce qu'il y avait. Et du coup, ça, sur la ferme, ça a toujours été comme ça. C'est en fonction de ce qu'il y a que les idées vont me venir et qu'on va faire quelque chose avec ça, quoi. On essaye de faire de la cuisine quand même de qualité. Moi, j'aime à dire qu'on fait de la gastronomie fermière. Il y a le choix entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, avec toujours un choix végétarien et 2 choix de plutôt viande. Et en fait, on va vraiment partir de, ok, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur la partie maraîchage? Qu'est-ce qui va tenir un petit peu sur le temps? Là, par exemple, on avait plein de poireaux. Bon, allez, on part sur un truc avec du poireau. Ensuite, au moment de la Saint-Valentin, c'était le boom des topinambours. Du coup, on a fait une petite mousse de topinambours avec des jaunes d'œufs confits parce que ça, les œufs, on a toujours. Tu vois, on essaye vraiment de partir de ce qu'il y a et ensuite de créer la recette. En fait, c'est que du bon sens paysan, hein. Les recettes, d'ailleurs, même toutes les recettes françaises, elles sont parties comme ça. Ça a toujours été de, ok, qu'est-ce qu'on a beaucoup, comment on peut le rendre bon, vas-y, on exploite ça. Le pot-au-feu, c'était clairement ça. On mettait tout ce qu'il y avait et puis voilà, ça faisait la popote du soir, quoi. Donc, on reste vraiment dans le bon sens paysan. On prend ce qu'il y a et ensuite on cuisine. Il y a des choses, bien sûr, qu'on ne produit pas nous, notamment le poisson. On n'est pas du tout producteur de poisson et on est loin d'une région à poisson. Mais par contre, du coup, on a des super producteurs de truites dans les Pyrénées et on se fournit chez eux. Tout ce que nous, on ne va pas faire, on va le prioriser en local. Et sinon, si on ne l'a pas en local, on va le trouver en bio. C'est vraiment la démarche entière, en fait, qui est globale et qui a du sens pour essayer d'avoir une alimentation qui soit la plus saine, la plus locale,
la plus durable possible. Ouais, exactement ça. C'est vraiment, je le redis, hein, c'est vraiment pour moi le bon sens paysan, quoi. C'est le bon sens de la terre. Ce que la terre elle peut nous offrir là, et faisons avec elle et faisons avec ce qu'il y a, quoi. Il y a vraiment cette démarche-là de montrer déjà que c'est possible de se nourrir avec uniquement ce qu'il y a aux alentours et en même temps c'est indéniable que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Là c'est kilomètre zéro, on a pratiquement pas d'intrants déjà parce qu'on réutilise le fumier de nos bêtes pour mettre sur les terres et après si on doit acheter du compost aussi c'est à quelqu'un qui fait du compost à côté avec les déchets verts. Enfin vraiment on est dans une démarche un peu du jusqu'au boutiste quoi. Là depuis cette année la nouveauté c'est qu'on fait aussi notre pain avec de la farine locale qui vient de Mirepoix. Tu vois on essaye vraiment d'aller au bout du bout. Donc, c'était pas forcément ça au tout début, parce que on n'avait pas tout ce qu'on a fait maintenant. Mais on y va de plus en plus. Et là, on doit être à peu près... entre l'été et l'hiver, hein, on doit être à 80% de ce qui se trouve dans nos assiettes qui viennent chez nous. Je trouve ça super inspirant justement, comme tu dis, de voir que c'est possible et que comme vous, en fait, c'est possible d'avoir sa ferme, de aussi proposer aux personnes de manger des choses qui soient locales, qui soient de saison, qui soient bonnes pour la santé, comme tu le disais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que toi, tu fais le lien spontanément entre alimentation et santé ? Et quel pont, toi, tu crées entre alimentation et santé ? Complètement. Qui ne pourrait pas faire ce lien-là ? Tout le monde sait que nos cellules, elles se nourrissent de ce qu'on mange, donc forcément, si on leur donne des bonnes choses, ça va bien aller, et si on leur donne pas des bonnes choses, ça va pas aller. Et très bêtement, à une plante, si on lui donne de l'eau qui va être avec de la javel, elle va pas tenir longtemps, quoi. C'est absolument indéniable et encore plus avec les connaissances qu'on a maintenant et on peut pas faire plus. Et même moi dans mon quotidien je le sens. Nous du coup c'est vrai qu'on a une alimentation je pense vraiment saine quoi. On mange pratiquement que nos produits également. Dès que des fois on fait des écarts et qu'on mange un peu industriel parce que des fois ça arrive de se dire j'ai envie de manger un gros truc dégoûtant mais je le sens tout de suite dans mon corps le lendemain, je le sens tout de suite dans mes selles le lendemain. Enfin, ça n'a rien à voir même sur ma peau. Enfin, clairement il y a même avec l'eau, même moi maintenant actuellement j'arrive même à avoir de la sensibilité sur l'eau et je le sens même sur l'eau quand je bois une eau du robinet qui va être ailleurs, je vais tout de suite sentir la différence. Et pourtant, dans le quotidien, j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça, parce que la plupart des gens font encore leurs courses au supermarché. Il y a un choix énorme de produits ultra transformés. Je crois que c'est 80% des produits quand on rentre dans un supermarché qui sont ultra transformés. Donc, quand on ne vit pas en fait vraiment au contact de la nature, qu'on n'a pas son potager, etc., quels conseils, toi, tu donnerais aux gens pour se nourrir le plus sainement possible ? Alors moi, ce que j'entends le plus, parce que du coup, je suis un petit peu sur les réseaux et j'essaye aussi de dire que c'est possible, quoi. Moi, ce qu'on me dit le plus, c'est que c'est cher, en fait. Et je pense qu'on a toujours on a toujours ce truc-là dans notre inconscient collectif que manger sain, c'est cher. Mais j'ai envie de dire vraiment aujourd'hui que c'est absolument faux. Vraiment, nous justement, si là on est en train de faire notre pain nous-mêmes, c'est parce que c'est bien moins cher d'acheter de la farine chez quelqu'un qui l'a produit et pourtant c'est vraiment pas une farine pas chère, hein, tu vois, c'est une farine bio, c'est une farine de variété ancienne, de blé de variété ancienne, voilà, mais ça nous coûte bien moins cher au kilo finalement de faire notre propre pain que de l'acheter à un boulanger à qualité moins bonne, tu vois. Donc ça, c'est déjà j'ai envie d'arrêter avec ce cliché-là, même au niveau des fruits et des légumes, il y a pas mal d'études, et même moi je le vois, qui ont été faites sur les paniers de légumes des producteurs, qui vont être carrément moins chers que si on achetait au détail au supermarché. Je pense que c'est plutôt une facilité, pour être vraiment honnête, parce que il y en a encore qui disent que c'est parce que c'est plus cher. Pareil, même au niveau de la viande, c'est vrai que d'acheter chez un producteur local, ça va être plus cher, ça c'est sûr, que que du steak haché en supermarché, ça c'est clair et net. Mais à qualité égale, là, clairement, ça va être plus cher dans le supermarché. Et en plus, du coup, on peut diminuer aussi notre consommation de viande pour qu'au final, le budget viande soit le même. Et au final, au niveau du goût et au niveau de la santé, on va se le retrouver, mais x 10, quoi. Et ensuite, si on est un peu honnête, effectivement, c'est vrai que c'est plus long. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique d'aller à la boulangerie ou d'aller au supermarché, d'acheter sa baguette, et plutôt que de se le faire nous, voilà. Bon, déjà,
au niveau du prix santé, bon, ben, c'est indéniable que c'est bien de faire ça. Mais ensuite, je pense qu'avec un petit peu d'organisation, c'est possible et que ça permettrait vraiment au final de faire des économies directes et des économies indirectes par rapport à notre santé plus tard, quoi. Et en plus, comme je dis et je le redis, ça soutiendrait des agriculteurs qui sont vraiment, vraiment en difficulté. Et ça, j'aime à le rappeler, parce que nous, si on a fait le restaurant, c'est vraiment parce que c'était compliqué. Moi, si j'avais eu assez d'argent avec juste mon petit potager, peut-être j'aurais jamais fait ça. Et en fait, j'aurais eu certainement plus de temps, j'aurais eu une autre vie. Bon, je regrette pas du tout. Mais en attendant, il y a des agriculteurs, des paysans qui sont en difficulté financière. Et voilà, et après, il faut savoir quel choix on a envie de faire, quoi. Si on a envie, effectivement, de faire un peu plus d'efforts, de faire un peu plus à manger et au final, même d'acquérir des nouvelles compétences et d'être en meilleure santé. Ou alors, de payer des agro-industries qui sont mortifères, qui nous font du mal et au final, on n'aura jamais de bénéfices par rapport à ça, quoi. Il y a aussi la satisfaction quand on fait quelque chose soi-même aussi. C'est une démarche qui est complète en fait, de se dire voilà, c'est moi qui transforme le produit, qui le crée, pour après derrière nourrir ma famille, etc. C'est quand même une satisfaction et une démarche beaucoup plus complète, je trouve, que juste d'aller acheter quelque chose et de le réchauffer. On en apprend tous les jours. Même moi, maintenant, ça fait 6 ans que je suis chef de mon restaurant et j'en apprends encore tous les jours et je fais encore plein de nouveautés et j'adore ça. Et effectivement, c'est pas du tout la même satisfaction quand son chéri nous dit « Ah, c'est bon » si c'est un truc décongelé ou alors si c'est un truc qu'on a fait avec le cœur. Surtout maintenant, en plus, avec les réseaux, il y a 1000 idées. Enfin, voilà, n'hésitez absolument pas à prendre des idées, à faire des choses faciles. Moi, là où j'ai eu le plus de mal, c'est à faire les goûters pour les enfants. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, d'acheter des biscuits tout faits, et voilà. C'est vrai, je le nie pas, je suis pas parfaite, ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça m'arrivera certainement encore plein de fois. Mais maintenant, de plus en plus, j'en fais en gros, quand je sais que j'ai un peu de temps, j'en fais en gros, ou même encore mieux, on les fait ensemble. Et comme ça permet aussi de partager un moment ensemble avec ce qu'on a sous la main. Et ensuite, on les met en Tupperware ou même au congèle, on les ressort et puis voilà. C'est une autre organisation, ça je suis d'accord, et c'est une autre organisation et c'est pas de la facilité. Mais à côté de ça, ça peut être moins cher si on le fait bien et c'est vraiment bien meilleur pour la santé, ouais. Alors justement, on parlait d'idées de recettes. Là, on est au printemps. Est-ce que tu aurais 2-3 idées de recettes comme ça à nous donner avec des légumes de saison, etc. Eh bien écoute, moi là, j'attends les fraises avec impatience pour faire pour essayer une tartelette fraise pâquerette. Donc, je te dirai si c'est bon la prochaine fois que je le fais. Après, bon, si on reste sur les fraises, bien sûr, avec le basilic, ça va super bien. Là, pour moi, dans mon jardin, il va bientôt y avoir les asperges qui vont sortir. Donc ça, avec les entrées, je m'éclate énormément avec les asperges. Notamment sur un velouté d'asperges, tu vois, on fait aussi nos charcuteries, donc j'hésiterai pas à mettre des petits copeaux de jambon dedans et un œuf mollet pour avoir les œufs avec les œufs frais de nos petites poules. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Là aussi, nous, en ce moment, il y a les oies qui commencent à pondre à fond, donc du coup, ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est un œuf mimosa à la truffe au printemps. En tout cas, ça me donne faim et je vais revenir sur les jours d'ouverture du restaurant pour tester tout ça. Avec grand plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. Kyria, est-ce que tu aurais un autre message à faire passer, de quelque chose qu'on n'a pas abordé dans l'épisode encore? Alors, vraiment, je réitère mon message. Allez voir les petits paysans, déjà allez les rencontrer parce qu'ils sont toujours friands de raconter leur histoire et de voir que les gens s'intéressent à eux parce que c'est la solitude aussi en agricole, elle est réelle. Et ensuite, faites en sorte vraiment d'acheter chez eux. C'est vrai que ça va vous demander un peu plus d'efforts que plutôt que d'aller au supermarché pour aller faire vos courses, mais ça va nourrir vous, ça va nourrir votre âme, ça va nourrir le paysan, ça va nourrir en fait un cercle vertueux qui va être juste énorme dans votre vie, quoi. Merci pour ce beau message. Avec grand plaisir, merci à toi en tout cas. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton actualité? Tu es beaucoup sur Instagram, donc dis-nous comment on fait pour te suivre. Alors effectivement, tu peux aller sur Instagram sur la table de Gaïa, Gaïa avec un Y, et ensuite sinon sur notre site internet leschamsdegaia.com.
Et ensuite, sinon, vous pouvez réserver directement au restaurant. Vous pouvez me joindre au 05 61 65 66 20. Et le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche. Merci beaucoup, Kyria. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.